Parlementaire active, vous êtes toujours classé parmi les 150 personnalités les plus actives, tant par votre présence dans les commissions que par vos interventions dans l'hémicycle et vos interventions aussi dans les commissions. Votre écharpe rose est d'ailleurs en passe d'être aussi célèbre que la veste rouge qu'a bordée le regretté député socialiste du Nord, Patrick Roy. C'est dire qu'on vous voit partout dans l'Assemblée parce que vous y êtes présente et vous travaillez. Récemment, vous avez interpellé le gouvernement sur la question de l'immigration et de l'apprentissage de la langue. Vous étiez au début du mois dernier avec le ministre de l'Intérieur lors de sa visite sur le site de Calais. Présidente du Conseil supérieur de l'adoption, vous vous intéressez également à tout ce qui concerne la famille et la place que peut avoir la médiation dans le traitement des questions délicates qui se posent dans ce domaine. Vous nous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure dans votre petite intervention liminaire. Bref, votre engagement républicain, socialiste et citoyen vous conduit à être présente sur tous les fronts où se joue l'avenir de l'homme, de l'humain, de l'humanité. Vous avez la parole. Je vous remercie. Appartenant à la commission des lois, je me suis un peu plus penchée parce que je savais que Philippe allait vous parler de la RSE sur le rapport que nos concitoyens peuvent avoir par rapport à nos institutions et par rapport à l'élu. Donc quand on parle de confiance, on évoque tout de suite l'altérité. Et comme je le disais en ouverture de cette journée, face au désenchantement et je dirais même au repli de nos concitoyens, nous devons réinventer nos espaces institutionnels, reconquérir la confiance des uns envers les autres dans un certain nombre de principes et de valeurs. On pourrait se dire on va laisser le sectarisme continuer à gagner du terrain en toute chose. Mais alors l'autre deviendra ainsi cet ennemi et chacun sait à quoi pourrait conduire cet abandon au racisme, aux discriminations et à la xénophobie. Il nous faut donc à la fois du droit, mais surtout une éthique d'autrui pour parvenir à briser la triste tentation du repli sur soi, celle qui mène inévitablement au conflit. Et pour paraphraser Emmanuel Kant, il ne suffit pas, pour être en paix et en sécurité, de ne pas avoir de guerre. Il faut que cette sécurité personnelle soit garantie par son voisin, ce qui ne peut avoir lieu que dans un état de droit. J'ajouterais, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, je pense que cet espace de l'état de droit se bâtit sur la confiance de chacun envers ses institutions politiques démocratiquement choisies et légitimement élues. J'ai envie de vous parler maintenant du rôle et le poids de l'élu. En tant qu'élu, nous sommes chaque jour confrontés individuellement et collectivement à une double responsabilité, faire la loi, mais surtout la rendre effective. Nous nous soumettons de fait à une double exigence, la transparence et la vérité en toute chose d'une part, la conscience que chaque choix, chaque vote, chacune de nos prises de position a pour conséquence le regard que nos concitoyens portent sur leur République. Nous en sommes conscients et je dois le reconnaître, je suis pour ma part fière de porter à la fois ce mandat et ses exigences. Cela n'est pourtant pas facile car cette confiance se perd plus vite qu'elle ne s'acquiert. Chaque échéance électorale nous le rappelle. Le temps politique, parce qu'il a un temps nécessairement long, parce qu'il s'inscrit dans un idéal, ne peut se satisfaire ni de l'éphémère ni de l'immédiat. D'aucuns s'y complaisent et construisent leur doctrine sur l'instant, voire, si j'ose, sur l'instinct. Mais il faut se rappeler qu'une loi, aussi juste soit-elle, ne doit pas se réaliser dans l'urgence. Elle doit être pesée, amendée, expliquée, discutée. Ceci parce qu'un texte mal construit ne peut être que mal perçu ou mal appliqué, et que par conséquent, il participe à nourrir le ressentiment, l'impression d'injustice et au final la colère. Pour ma part, je considère qu'un projet de société se construit dans l'évolution permanente et qu'à ce titre, c'est son inscription dans le temps qui détermine sa réussite. C'est également le temps donné à chacun de l'enrichir. C'est enfin et surtout la constance de l'engagement de ceux qui le portent qui conditionne son succès. Cette constance se fonde sur une éthique morale et politique qui nous est précieuse. La médiation, la confiance et l'éthique. Voilà, cette éthique tient en quelques principes. Respecter la parole de chacun, être fidèle à l'intérêt collectif et avoir une confiance inébranlable en l'avenir. L'un des thèmes qui me vient à l'esprit lorsqu'il est question d'avenir, et ce, tout particulièrement après l'intervention de mon collègue Christophe Caresche, c'est la question européenne. J'ai confiance dans un projet européen. En revanche, et les dernières élections européennes l'ont spectaculairement traduit, cette confiance est loin d'être unanimement partagée. Et je m'associe sur un
un point à la pensée de son éminence Marx, cardinal et archevêque de Munich, notre Europe ne pourra regagner la confiance de ses citoyens que dans la mesure où elle parvient à apporter des solutions concrètes aux problèmes et défis actuels vécus par les populations. Si l'Europe unie doit être, et j'en suis convaincue, une contribution à un monde meilleur, son action doit alors servir le bien commun. Chaque citoyen doit être en capacité de s'approprier cette institution, de traduire dans sa vie réelle son impact. Chaque action doit dès lors être non seulement pensée, mais également restituée et comprise pour qu'aucun de nous ne puisse douter de son bien-fondé collectif. L'élu, le politique est le premier médiateur, la première personne de confiance qui a pour devoir d'exercer cette mission. Cela parce que dans une période de crise, c'est sur ce point que le politique et l'État sont attendus. Protéger et rassurer, sécuriser le présent pour permettre de se projeter dans l'avenir. Madame la Présidente, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'état de crise alimente le désespoir et nourrit la défiance des classes populaires vis-à-vis du politique qui les représente. D'aucuns prospèrent sur ce désarroi et cette colère, d'autres étendent leur emprise grâce à la peur, la méfiance, la haine d'autrui et la rumeur. Pour lutter contre ces discours, il existe un chemin et il est ardu. C'est celui que portent quotidiennement les hommes et femmes de conviction, celui de l'honnêteté intellectuelle, de l'exigence de vérité, de l'exemplarité et surtout celui du respect de chacun. C'est ce que réaffirme l'État de droit, protecteur pour tous et garant des libertés de chacun. Et c'est précisément à cet État de droit que revient l'obligation de garantir la parole donnée, l'assurance que le pacte social, fût-il de responsabilité, soit respecté. C'est à ceux qui le restaurent, l'améliorent et lui donnent vie qu'échoit la responsabilité de le faire prospérer. La force d'introspection qui les anime ne peut toutefois s'exercer que dans un espace dans lequel le temps n'est pas compté, c'est-à-dire un espace et une temporalité qui autorisent et organisent l'échange, c'est-à-dire en un mot un espace qui permette le temps de la construction des possibles. C'est pour moi l'une des deux conditions d'épanouissement d'une vraie démocratie sociale. Il y a ici une question, celle de la vitalité démocratique. L'autre étant de rappeler à chacun de nos concitoyens que sa participation à la vie de la cité n'est pas limitée au seul droit de vote. Il peut être élu, il peut porter un mandat et rien ne peut s'y opposer. C'est cette possibilité donnée à chacun de représenter l'autre, d'être le voisin qui sécurise, qui renforce et conforte le collectif, l'appartenance à une société en développement et non en repli. Notre histoire républicaine de victoires démocratiques et de conquêtes sociales ont permis de construire, de consolider puis d'étendre les droits individuels et collectifs. Nous devons donc fermement croire, pouvons au dialogue, qu'il soit social ou non. Rappelons-nous cependant Jean-Paul Delevoye, qu'il a exprimé en son temps, que ni la médiation ni la confiance ne doivent avoir pour but de soulager la conscience du système. Elles participent toutes deux de la restauration d'une république réellement sociale, fondée sur la confiance retrouvée entre l'État et le citoyen. Cela n'étant possible qu'à la condition que nous renforcions nos institutions, ce que je résumerai d'un trait, sans confiance, l'institution n'est plus, sans institution, la société n'est pas. Il y a là tout à fait une bataille pour préserver un certain idéal et de nouvelles conquêtes à réaliser. Voilà ma conviction.